Et est-ce qu'on laisse un petit 5 minutes? Donc, Philippe Dorion ou Dorion Philippe, je suis un étudiant en biochimie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ma journée se passe très bien, c'est ce qu'on aime entendre. Bonjour, je suis étudiant en psychologie à Belley, est-ce que vous connaissez? Même université, pas le même département, mais en psychologie, intéressant. Donc, on va laisser encore un petit 5 minutes là, avant de commencer. On va laisser à tout le monde la chance d'arriver en même temps. Oh, I see that Frank just joined. Hi, Frank. Oh. Hi, Yannick. Ouais. Bonjour, Yannick. Bonjour tout le monde. Ça va? Excellent. Ouais. Thanks for joining us. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, vous pouvez nous écrire dans le chat, juste vous introduire si vous êtes un étudiant, un enseignant et d'où vous êtes. Maggie, tu me fais signe quand tu es revenu. Je ne sais pas si Laurie, tu essaies de parler, mais ton micro est muté. Là, il la voit. Non, j'essayais pas de parler, j'avais fermé mon micro à la demande. Ah, excellent. Donc, écoutez, je vais commencer l'introduction du moins en attendant que Maggie se joigne à nous. Je pense que je vois la souris bouger, donc j'imagine qu'elle est des nôtres. Pour commencer, je vous remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. On a la chance d'avoir Maggie Leclerc avec nous qui a travaillé sur cette présentation-là, donc on est vraiment excités. Pour ce qui est des options, là, je vais pas m'éterniser, vous connaissez un peu Steve, mais je vais juste me répéter. C'est toujours la même chose à chaque événement. On a des sous-titres. Donc, on a les sous-titres en français. For the one that needs subtitle in English, I will post in the chat a link where you can access the external subtitle. So I will do that right away. So that is the English link for the subtitle. We also have interpretation. Donc, on a de l'interprétation. Donc, si vous avez besoin d'interprétation, vous avez également l'option en bas de choisir pour la langue que vous avez besoin. Donc, du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français. Mais principalement, la rencontre va se faire en français. Donc, avant de commencer, je vais faire une reconnaissance territoriale. Donc, nous reconnaissons que la KEPS est située en territoire autochtone non cédé et que la nation Kanien'kehá:ka, donc la nation Mohawk, est la gardienne des terres et des eaux formant aujourd'hui Montréal. Le nom d'origine de ce territoire est Tiohtià:ke. Celui-ci est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc, voilà pour la reconnaissance territoriale. Je vais maintenant introduire ma collègue Maggie Leclerc, qui est une étudiante au baccalauréat, au bac en psycho, désolé, à l'Université du Québec de Trois-Rivières et qui est également intervenante en santé mentale pour la KEPS. Donc, la séance a été créée en collaboration avec le docteur Marie-Pierre Gagnon-Giroir, donc merci énormément, qui est également psychologue et professeur au département de psychologie de l'UQTR. Donc, sans plus tarder, je vais laisser place à ma collègue Maggie. Oui, merci Yannick. Juste avant qu'on débute, je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a quelqu'un de la KEPS qui va rester? Parce que quand je suis en mode présentation, s'il y a des gens qui lèvent la main pour poser des questions, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir les voir. Je vais m'en occuper. Oui, tout à fait, je vais m'en occuper. Merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de vous faire ma présentation. J'espère que vous allez apprendre plusieurs choses. Donc, aujourd'hui, on va parler de stress, comprendre pour mieux prévenir.
Donc, on va commencer tout de suite. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez faire dans participant, je crois, et lever votre main. Sinon, vous pouvez écrire aussi dans le chat. On va pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais passer brièvement puisque Yannick m'a déjà présenté. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie à l'UQTR. J'ai fait la séance avec Mme Marie-Pierre Gagnon-Giroir qui va d'ailleurs se joindre à nous tout à l'heure. Donc, ça va être très intéressant. Je vais vous faire un petit plan de la séance vite, là, juste avant qu'on commence pour que vous sachiez un peu comment ça va se dérouler. Donc, dans un premier temps, on va voir des définitions du stress, les 3 définitions les plus communes. Ensuite, on va voir les effets du stress sur la santé. Donc, on sait tous qu'il y a des effets négatifs, mais on va voir est-ce qu'il pourrait y avoir des effets positifs aussi. Puis, on va terminer en vous outillant, en vous donnant des trucs et des astuces pour mieux gérer votre stress. Donc, d'abord, qu'est-ce que le stress? Quand que je vous parle de stress, j'aimerais savoir quels sont les mots qui vous viennent en tête. Donc, je crois que tout le monde a accès au chat. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager dans le chat un lien, juste ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Puis, ce que je vous demanderai de faire, c'est vous allez avoir une barre, un peu comme une barre de recherche qui va apparaître. Vous allez pouvoir taper toutes vos réponses. Donc, j'aimerais que vous écriviez quels sont les mots qui vous viennent en tête quand on parle de stress. Donc, je vais vous laisser peut-être 2-3 minutes. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer un nuage de mots. Puis, par la suite, je vais pouvoir vous le partager. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, j'invite tout le monde à aller dans le chat, cliquer sur Answer Garden, puis inscrire vos réponses. Puis dans 2 minutes, on va pouvoir voir le petit nuage. Juste si vous pouvez me confirmer que vous avez reçu le lien, par exemple, dans le chat. Oui, on a bien reçu. Super, merci. D'ailleurs, Maggie, juste pour les interprètes, si tu peux ralentir ton débit de voix, Oui. là, si Gilda peut nous confirmer. C'est bon, excusez. Merci. Non, c'est correct, merci. Super, donc je vais vous partager le petit nuage. Je vais juste rafraîchir la page. Super, donc est-ce que tout le monde voit à l'écran? Donc, on a la peur et l'anxiété qui est revenue vraiment beaucoup. On a les maladies physiques, la frustration, l'adaptation, les sueurs froides, la panique, du cortisol. Le ciné, oui, on va le voir justement tout à l'heure, la médication, le malheur, l'insomnie. Donc, on voit que ce n'est pas des choses qui me viennent en tête très, très positives, hein, on peut dire. Donc, on va voir là, au cours de la séance si ça va pouvoir changer votre perception des choses. Donc, on va poursuivre. En fait, il va y avoir 3 façons générales de voir le stress. La première, c'est le stress qui est perçu comme un stimulus. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est j'ai 3 examens cette semaine, c'est stressant. Donc, ça va être vraiment l'examen qui va être le stimulus. Ensuite, on va avoir le stress est une réponse, une tension. Donc, ça pourrait se refléter par j'ai le cœur qui débat, je suis tellement stressée. Ensuite, il y a le stress qui est un processus. Celui-là, il pourrait se manifester par le fait de se dire je ne survivrai pas à la session, je suis trop fatiguée. Donc, on va les voir un petit peu plus en profondeur pour mieux les comprendre. Le premier, qui est le stress, est un stimulus. Donc, cette approche, elle définit le stress comme étant un stimulus qui provoque une réponse de stress chez l'individu par soit son absence de contrôle, son imprévisibilité, sa nouveauté ou le fait qu'il menace l'ego. Juste si les gens peuvent fermer leur micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, maintenant, comment on peut surmonter le stress selon cette approche? Donc, ça va être en décortiquant notre stress à l'aide de la méthode ciné qui a été trouvée en fait par Sonia Lupien, qui est une pionnière dans la recherche. Donc, l'exemple qu'on va prendre, c'est vous avez un examen demain, puis ça vous stresse. Pourquoi? Donc, on va décortiquer notre stress pour pouvoir le savoir. Donne-moi juste un petit instant parce que là, j'ai l'impression que j'ai un petit problème avec mon ordi. Je m'excuse, ce ne sera pas bien long. Excellent. Pendant ce temps-là, je vais repartager. Là, je vois que les sous-titres ne sont pas partagés dans le Zoom. Donc, je vais repartager les liens dans le chat. Donc, for English subtitles.
And for French subtitles, I see that c'est sûr que je ne le répéterai pas en anglais, on a des interprètes, mais je vais juste les remettre dans le chat. Donc, voici les 2 liens. Est-ce que c'était correct, Yannick? C'est bon, oui, merci. Parfait. Excusez pour cette petite interruption. Donc, oui, donc on reprend ici, on avait les 4 caractéristiques que j'ai nommées plus tôt, le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Donc, si on reprend notre exemple avec notre examen, bien, en fait, est-ce que c'est le contrôle qui peut venir rendre la situation stressante? En fait, pas vraiment, parce que on ne se sent pas impuissant puis on n'a pas l'impression de ne pas avoir les capacités d'influencer la situation parce que c'est un examen. Donc, justement, on va venir parler de l'imprévisibilité. L'imprévisibilité peut être un facteur qui peut nous rendre stressants, qui peut rendre la situation stressante parce qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'examen, comment ça va se passer. Par contre, en venant étudier la matière, là, par exemple, on peut venir baisser l'imprévisibilité. Donc, en étudiant, on va avoir un peu plus de connaissances, on va savoir un peu plus à quoi s'attendre. Donc, ça peut venir baisser un peu le niveau d'anxiété par rapport à l'imprévisibilité. La nouveauté, bien, en fait, pas vraiment, parce que souvent, un examen, c'est sur de la matière qu'on a déjà vue en cours. Et l'ego menacé, là, par contre, bingo. Donc, oui, parce que si j'échoue à mon examen, je peux me sentir pas bon, ça peut vraiment venir menacer mon ego. Donc, ça peut générer de l'anxiété. Qu'est-ce qui peut être intéressant avec le tableau ciné, c'est que si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est quand même souvent stressé, ce que je vous conseille de faire, vous pouvez vous faire un petit tableau comme ça. Puis, quand il y a une situation qui vous stresse, vous pouvez venir identifier vraiment les facteurs. Puis, ce que ça fait, c'est qu'après, quand vous allez avoir identifié plusieurs situations, vous allez pouvoir voir souvent les gens ont 1 ou 2 caractéristiques à laquelle ils sont vraiment plus vulnérables. Donc, en sachant, par exemple, si moi, c'est vraiment l'imprévisibilité à quoi je suis vulnérable, bien, en sachant ça, je vais pouvoir venir mettre des mécanismes, puis je vais pouvoir venir diminuer l'imprévisibilité dans ma vie, puis ça va venir diminuer mon niveau d'anxiété. Ensuite, on a le stress est une réponse, une tension. On va parler du modèle fight or flight, qui peut se traduire en français par combattre ou fuir. Donc, le stress, c'est une réponse adaptative de notre corps, selon cette définition-là. Donc, c'est une adaptation de notre corps à notre environnement. Lorsque nous percevons une situation qui est stressante, notre corps l'aperçoit comme une situation dangereuse, puis à notre survie. Donc, il va entraîner une réaction sur notre cerveau que l'on nomme fight or flight, traduit en français par combattre ou s'enfuir. Donc, on va faire un petit exemple. Juste avant, je vais vous montrer. Donc, ici, vous pouvez voir, on a les glandes. Est-ce que vous voyez ma souris quand je bouge sur l'écran? Oui, on voit ta souris. Super. Donc, ici, on a les glandes surrénales qui vont venir libérer certaines hormones. Donc, quand on parle de réponse au stress, ça déclenche la libération de certaines hormones dont le but est de venir déplacer des ressources des systèmes non essentiels. Là, on est toujours dans la vision qu'on veut survivre. Donc, les ressources des systèmes qui sont non essentiels à ceux qui sont essentiels afin de surmonter la situation stressante, puis en fait de survivre. Donc, on va prendre un exemple pour mieux comprendre qu'est-ce que la réaction fight or flight. L'exemple que je vous ai donné ici, c'est lors de vacances estivales. Vous partez en randonnée dans les montagnes. Alors que vous vous promenez, tout à coup, vous tombez face à face avec un animal, donc un ours. Cette situation-là, elle est stressante et votre cerveau comprend que vous êtes en danger. Donc là, face à cette situation-là, vous avez 2 choix. Soit combattre l'ours, soit fuir. Dans les 2 cas, vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin d'un coup de pouce de votre corps pour surmonter cette situation-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bien, en fait, le corps va vous donner un coup de pouce. D'abord, il y a votre rythme cardiaque qui va accélérer pour que le sang soit dirigé vers les muscles et le cerveau. Ensuite, là, je vous en présente quelques-unes, mais il y en a vraiment plus que ça. Je vous présente vraiment les essentiels. Au niveau de vos poumons, de votre gorge et de vos narines, ça va vraiment venir prendre l'expansion, s'ouvrir pour laisser entrer plus d'air et accélérer votre respiration. Et aussi, vos pupilles vont se dilater pour élargir votre vision.
Donc, en fait, lorsqu'on dit que le corps redirige l'énergie vers les systèmes, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le meilleur exemple que je peux vous donner qu'on m'a posé comme question, les systèmes qui sont non pertinents pour survivre, il y a par exemple le système reproducteur et le système digestif. Donc, on m'a déjà demandé, est-ce que c'est pour ça que quand on est stressé, on a mal au cœur? En fait, oui, une des raisons pourquoi on peut avoir mal au cœur et des nausées quand on est stressé, c'est que l'énergie du système digestif va être dirigée vers des systèmes qui vont être plus pertinents. Là, on parle vraiment au niveau de la survie. Par contre, de nos jours, c'est plutôt rare que notre stress va provenir d'une rencontre soudaine avec un animal sauvage qu'on va croiser dans le bois. Ça va être vraiment plus dû, en fait, de nos relations interpersonnelles, de nos exigences scolaires, des soucis financiers ou de plein de troubles qu'on peut vraiment faire face dans notre vie. Donc, qu'est-ce que ça amène comme problème? Bien, en fait, notre cerveau, lui, il n'est pas capable de faire la différence entre une situation que nous, on trouve stressante, qui est un problème financier. Lui, il voit ça de la même façon que si on était face à un animal et qu'il y avait un danger pour notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce temps-là? Ben, en fait, qu'est-ce qui peut être dangereux, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que votre corps peut rester de façon prolongée en situation de réaction au stress. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on parle que votre situation financière vous cause de l'anxiété, bien, normalement, ça va être rare que ça va durer une journée ou deux. Ça va être vraiment prolongé, donc on va rester en état de stress prolongé. Une réponse au stress prolongé peut nous mener au syndrome général d'adaptation. Donc, qu'est-ce que c'est le syndrome général d'adaptation? C'est en 3 phases. Donc, d'abord, il y a la réaction d'alarme. Je veux juste faire une petite parenthèse, vous préciser. Là, par exemple, mes diapositives n'ont pas beaucoup de notes. Je vous ai fait pour les participants une version plus longue avec beaucoup de texte. C'est juste que pendant que je présente, je veux vraiment que vous vous concentrez sur qu'est-ce que je dis. À la fin de la présentation, je vais vous laisser mon adresse courriel. Vous pourrez m'écrire ceux qui sont intéressés. Je vais pouvoir vous faire parvenir la version avec vraiment toutes les informations pour ceux qui ça l'intéresse. Maggie, juste te rappeler, je veux juste te ralentir le débit, juste un petit peu. Excuse-moi. Non, c'est correct. C'est bon, merci. Je vais essayer d'aller plus lentement. Donc, réaction d'alarme. À ce stade, le corps, en fait, est entièrement mobilisé pour résister fortement au stresseur. Donc, ça, c'est vraiment la phase qu'on vient de parler juste avant, quand que l'énergie va être dirigée vers les systèmes nécessaires à la survie. À noter que le corps ne peut pas maintenir cet état pendant très longtemps. Donc, on peut mourir dans les heures ou jours qui suivent un tel stress. Là, on parle vraiment de stress élevé si on reste de façon prolongée dans cet état. Ensuite, il va y avoir la période de résistance. Si la réaction d'alarme continue, donc si notre stress ne descend pas et qu'on reste dans cette situation, le corps s'adapte. Mais c'est vraiment mauvais pour notre santé parce que toute l'énergie est concentrée sur la réaction au stress. Donc, on le dit, il y a des systèmes qui vont venir ralentir pour concentrer l'énergie ailleurs. Donc, ces systèmes-là, pendant ce temps-là, ils ne fonctionnent pas. Ça peut créer des problèmes. Ce qui nous amène au dernier stade, qui est le stade de l'épuisement. Donc, ce dernier stade va vraiment survenir après une exposition prolongée au stress. La résistance de notre corps face au stress diminue et finalement, il va céder parce que quand il reste en alarme, quand il reste en état d'alerte, ça coûte très cher à notre organisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le système immunitaire va vraiment s'affaiblir et diminuer considérablement, puis les réserves d'énergie de notre corps aussi. Ce que ça fait, c'est que notre résistance au stress et aux maladies vient du fait même diminuer beaucoup, elle aussi. Un des meilleurs exemples que je peux vous donner présentement, justement, c'est la COVID-19. La COVID-19 et le syndrome général d'adaptation. Bien, en fait, la pandémie de la COVID-19, c'est un excellent exemple parce que depuis bientôt 2 ans, là, nous vivons de façon permanente dans l'inconnu, la nouveauté, donc les caractéristiques qu'on vient de parler juste avant. Donc, on n'a pas de contrôle sur la situation. C'est nouveau. À ce que je sache, il n'y a pas personne qui avait vécu de pandémie comme ça avant. Déjà là, en partant, on a 2 facteurs qui viennent vraiment aggraver notre stress. Aussi, bien, en fait, puisque ça fait 2 ans, ça fait une longue période, là. Donc, la pandémie peut vraiment être une grande source de stress. Pour ceux qui sont touchés par la pandémie, donc que ça les a stressés, je vous annonce que vous êtes en général en syndrome général d'adaptation présentement.
Ce n'est pas tout le monde qui va être en syndrome général d'adaptation qui va sentir les effets négatifs des symptômes, mais c'est sûr que si ça vous a touché de près ou de loin, vous y êtes présentement. Oui. Donc, les personnes, par contre, pour qui ça n'a pas vraiment eu d'impact, eux ne seront pas en syndrome général d'adaptation. L'exemple que je peux vous donner, c'est quelqu'un que je connais qui est très introverti. C'est quelqu'un qui voulait travailler sur un projet pour écrire un livre. Donc, en fait, pour lui, ça a vraiment été une bonne occasion. Il a pu s'éloigner en fait de la société. Il s'est enfermé, lui, dans son petit chalet. Il était bien tout seul. Il a écrit son livre. Donc, pour lui, ça n'a pas eu de mauvais impact. Donc, lui, il n'était pas en syndrome général d'adaptation, mais en général, pour la majorité des gens, c'est vraiment ce qui s'est passé. Pardon. Donc, comment on peut surmonter le stress selon cette approche? Donc là, je vous rappelle, on est toujours dans l'approche qui, le stress est un stimulus. Donc, en fait, la réponse au stress génère une certaine énergie, hein, comme on l'a vu. Pour l'arrêter, nous devons canaliser cette énergie mobilisée pour en faire autre chose. Donc, comment on va faire? En impliquant le corps. Si, par exemple, vous ruminez face à une situation qui s'est produite dans votre établissement d'enseignement, puis que ça vous stresse, votre corps va percevoir cette situation comme menaçante et vous commencerez à vous sentir physiologiquement tendu et anxieux. Donc, ça veut dire les mains moites, la respiration qui accélère, le cœur qui débat. Par contre, le simple fait d'aller s'adonner une marche, là, on s'entend une marche, ça doit être quand même un peu rapide parce qu'on veut extérioriser cette énergie-là, mais on n'est pas obligé d'aller courir un marathon. Là. Vraiment, une petite marche rapide à l'extérieur, ça va vous permettre d'utiliser cette énergie d'une autre façon, puis diminuer, voire même arrêter votre réponse de stress. Il y a aussi une autre façon d'impliquer le corps, c'est en aidant les autres. Donc, en fait, lorsqu'on aide les autres ou qu'on fait des bonnes actions, ça active la réponse de protection du stress avec l'ocytocine, qui est une hormone qu'on va pouvoir reparler plus tard. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Selon vous, quel est le meilleur exemple d'activité qui implique et le corps et l'ocytocine pour arrêter une réponse de stress? Donc, s'il y en a qui sont tentés de répondre, de s'essayer, j'attends vos réponses. Puis s'il n'y a personne, dans environ une minute, je vais vous donner la réponse. Personne qui s'essaye? Oh, on a une réponse? Oui, effectivement. Effectivement, les rapports sexuels. Donc, on n'y pense pas comme ça, mais ça implique et le corps et la proximité avec quelqu'un. Donc, oui, ça peut être une excellente façon de venir diminuer le stress. Maintenant, on arrive à la dernière définition. Donc, le stress est un processus. En fait, selon ce modèle, le stress, c'est du stress qui est perçu. Donc, considérant que l'humain est en interaction de façon active avec son milieu, il influence l'impact du stresseur grâce à des stratégies comportementales, cognitives et émotionnelles. Donc là, on va voir un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je vous conseille de retenir vraiment ici la petite image de balance parce que c'est vraiment ce qui peut le mieux vous imager cette définition. Donc, en fait, lorsqu'un individu se retrouve face à une situation qui est exigeante, soit physiquement ou psychologiquement, donc ça va vraiment venir nous demander soit une certaine énergie, une force, une implication physique ou psychologique. Mais en fait, l'individu, on va évaluer les ressources qu'on a pour faire face à la situation. Plus l'individu va percevoir un écart entre ce que la situation demande et ce qu'on croit posséder pour la surmonter. Donc, plus il y a un écart entre ces deux demandes-là, plus il va avoir un stress. En fait, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair, là, parce que ça se peut que présentement, ce ne soit pas vraiment clair, mais j'ai une situation stressante. Je me dis, oh non, cette situation-là, pour pouvoir la surmonter, je vais avoir besoin de telle chose. Mais si la personne n'a, par exemple, pas confiance en elle et qu'elle pense qu'elle n'aura pas ce qu'il faut, ça va venir créer une divergence, puis ça va vraiment venir créer un stress. Tandis que si la personne pense qu'elle a ce qu'il faut pour surmonter la situation, bien évidemment, il va avoir une moins grosse divergence, puis à ce moment-là, il va avoir moins de stress. Donc, on va reprendre l'exemple où on a un examen demain, puis on va venir voir avec cette approche-là comment
comment ça peut se refléter. Donc, j'ai mis en rouge ici pour vous aider à vous rappeler quels sont les obstacles qu'un individu pourrait percevoir dans cette situation. Donc, on se rappelle, la situation, c'est que j'ai un examen demain. Là, la personne, ça va être un exemple où elle pense qu'elle n'a pas les ressources suffisantes. Donc, au niveau comportemental, comment ça va se refléter? C'est, par exemple, je manque de temps pour étudier parce que je dois travailler beaucoup cette semaine. Au niveau cognitif, ça pourrait être c'est un examen par cœur et je crois que je ne suis pas bonne pour ce type d'examen. Puis enfin, émotionnel, je sens que je ne serai pas à la hauteur, je suis trop stupide pour réussir. Donc, vraiment, l'individu qui va avoir ce type de pensée-là va se retrouver avec une divergence parce qu'on voit clairement qu'il pense qu'il n'y a pas ce qu'il faut tant au niveau comportemental, cognitif ou émotionnel pour surmonter la situation. À l'inverse, une personne qui va avoir qui va penser avoir vraiment ce qu'il faut pour surmonter la situation pourrait se refléter, par exemple, par je vais organiser mon temps et me garder des plages d'études le matin quand je suis en forme. J'ai déjà eu de bons résultats dans un examen comme ça. Je sais comment étudier. Et émotionnel, j'ai peur de ne pas y arriver, mais je sais que c'est normal d'être stressé avant un examen. Donc, ça vous illustre un peu mieux. Pour certaines personnes, ça peut être difficile de comprendre la différence entre comportementale et cognitive. Les ressources cognitives, c'est en fait ce qu'on sait dans notre tête. Donc, ne pas laisser des pensées nous décourager, voir les situations autrement. Tout ce qu'on peut faire sans que personne s'en rende compte, ça va être dans le cognitif, pardon. Tandis que comportemental, ça va être ce qu'on sait faire avec notre corps. Donc, aller pratiquer un sport, s'inscrire à un cours de yoga, aller vers les autres, faire des activités scolaires, ça va être comportemental. Donc, j'espère que ça vous a aidé un peu à faire la nuance entre les deux. Maintenant, comment surmonter le stress selon cette approche? On va augmenter notre banque de ressources personnelles grâce aux stratégies de coping. Donc, ça, je ne les verrai pas tout de suite avec vous. On va les voir plus vers la fin. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Donc, on a le stress qui est vu comme un stimulus. On se rappelle, on a notre tableau ici, le ciné, avec les 4 caractéristiques, le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Ensuite, on a le stress est une réponse ou une tension. Donc, on se rappelle ici que les systèmes non essentiels, leur énergie est redirigée vers ceux qui sont essentiels pour surmonter la situation. Puis, on a le stress qui est un processus, donc entre la personne qui croit posséder tout ce qu'il faut pour surmonter la situation et celle qui ne pense pas avoir ce qu'il faut. Maintenant, c'est l'heure de la pratique. Donc, juste pour être sûr que vous avez bien compris, j'aimerais ça qu'on fasse une petite mise en situation. Donc, vous avez eu un accident de voiture, identifiez les bons stress aux bonnes situations. Donc, on a l'accident de voiture, les symptômes physiques et psychologiques de tension suite à l'accident de voiture et la peur de ne pas pouvoir faire face à la session à la suite d'un accident de voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer de placer les stresseurs avec les définitions qui s'y rattachent? Vous pouvez ouvrir votre micro, lever la main, répondre dans le chat. Je vous encourage à répondre pour qu'on rende ça un petit peu plus ludique sur Zoom. Je suis étudiante chez C'est quoi, c'est un petit peu moins intéressant. Si vous voulez essayer, là, je vous encourage à participer. Il y a personne qui veut s'essayer? On vient de les voir, là. C'est pas grave si vous ne les savez pas, on va y revenir aussi. Oh, Oui, c'est ça, je m'en ai dit, on a une réponse dans le chat. Super. Donc, l'accident égale le stimulus. Effectivement. Symptômes, c'est la réponse et l'attention. Très bon. Et la peur, c'est le processus. Bien, exactement. Super. Fait qu'on voit que Laurie Lavoie, vraiment bien compris. Super bonne réponse. Merci d'avoir répondu. Donc, oui, tout à fait. L'accident va être vraiment le stimulus. Les symptômes qu'on ressent après, c'est physique. Donc, ça va être vraiment l'attention, la réponse au stress. Puis, la peur de ne pas pouvoir réussir notre session à la suite de l'examen, c'est vraiment un processus. Super. Donc, moi, j'avais déjà prévu une pause. C'est sûr que je parle un petit peu vite. Là. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus long. Est-ce que vous souhaitez prendre une pause de 5 minutes quand même ou vous désirez poursuivre? Je pense que peut-être pour nos interprètes, une petite pause, c'est pas Ouais, hein? c'est jamais de refus.
C'est ça, super. Écoutez, il est 14h04. Si on se dit à E10, là, je vous reviens puis on reprend la session. Parfait. Super. Donc, je ne sais pas s'il y en a que c'est la première fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit sondage. Donc, tout ce que vous avez à faire, là, la première, il va en avoir plusieurs, mais le premier, les réponses, c'est oui ou non. Donc, simplement cocher, puis en bas, faire, je crois que c'est, parce que là, moi, je ne vois pas, là, mais c'est un petit bouton bleu. Donc, c'est le seul que vous cliquez dessus, puis ça va m'envoyer vos réponses. La question, parce que là, il y a quelques secondes pour répondre, c'est: croyez-vous que le stress peut être positif pour notre santé, autant psychologique et physique? Donc, je lance le sondage. Vous pouvez répondre si vous croyez que le stress, ça peut être positif pour notre santé psychologique et ou physique. Super. Je crois que tout le monde a répondu. Parfait. Je vais vous partager les résultats. Donc, on a quand même 89% des gens qui pensent que oui. Je suis quand même surprise. Puis, on a 11% qui pensent que non. Donc, le petit 11%, là, on va pouvoir revérifier à la fin de cette section-ci si j'ai réussi à vous convaincre que peut-être que oui. Donc, quels sont maintenant, on est déjà rendu à la deuxième partie de la science, quels sont les effets du stress sur la santé? Donc, au niveau émotionnel, on les connaît, donc il y a des émotions désagréables, il y a un lien avec la dépression, avec les troubles anxieux. Au niveau cognitif, donc ça nuit à l'attention et à la mémoire, on est plus distrait, ça nuit à la prise de décision. Donc, là, par excitation, on parle vraiment de nervosité, donc c'est de l'excitation physique un peu plus, de l'hypervigilance. Et au niveau comportemental, on sait que c'est des problèmes liés à l'activation du système nerveux sympathique. Donc, ça crée de l'insomnie, des cauchemars, on peut être plus stressé, des sursauts, des problèmes relationnels. Donc, ça demande des réassurances excessives, de l'isolement, etc. Mais si je vous disais que c'était une question de perception, donc, je vais vous présenter 3 études pour essayer de vous convaincre qu'en fait, le stress, ça peut être positif sur la santé. Donc, la première, c'est si on voyait cette énergie et ces changements, donc reliés au stress, plutôt comme des outils pour relever un défi. Donc, en fait, il y a des nouvelles recherches qui ont été menées par Coffer et Elizabeth Kirby, qui est une boursière postdoctorale de l'Université de Berkeley. Elle a découvert, en fait, comment le stress aigu, donc on parle d'un stress de courte durée. Donc, tantôt, on parlait du syndrome d'adaptation. Ça, c'est quand on reste dans une situation stressante de longue durée. Là, on parle vraiment d'un stress de courte durée et non chronique, peut préparer le cerveau à améliorer les performances. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des rats dans un test de mémoire. Puis, en fait, les effets bénéfiques ont été observés si les rats effectuaient la tâche 2 semaines après leur expérience stressante. Donc, en fait, on a exposé des rats à des situations stressantes, puis on leur a fait faire des petits tests cognitifs. Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi, par exemple, pour les rats. Souvent, ça peut être des labyrinthes ou des trucs comme ça. Puis, en fait, ce qui est pertinent, c'est que il y a des nouveaux neurones dans le gyrus denté qui deviennent fonctionnels 2 semaines après avoir été générés. Donc, ça suggère l'augmentation de la neurogenèse induite par le stress, ce qui pourrait expliquer l'amélioration de la mémoire des rats. Donc, ce qui est vraiment important de retenir de cette étude-là, c'est que quand on est dans une situation stressante de courte durée, ça peut venir améliorer nos fonctions cognitives, donc surtout au niveau de la mémoire. Ça, c'est vraiment le plus important à retenir de cette étude. Ensuite, quand on parle vraiment, si on voyait cette énergie et ces changements au stress plutôt comme des outils pour relever un défi, ce que je vous présente, c'est une autre étude. Donc, en fait, on a comme croyance que le stress est nocif pour la santé, notamment quand on interprète nos changements physiques qui surviennent suite à un stresseur comme de l'anxiété. Donc, justement, comme on disait tantôt, on est stressé, j'ai le cœur qui bat, les mains moites, mon respiration s'accélère. Donc, ça, normalement, on voit ça comme quelque chose de négatif. Comme le fait qu'on ne supporte pas la pression, par exemple. Mais si on voyait cette énergie et ces changements plutôt comme des outils pour relever un défi,
Donc, lorsqu'on change d'avis à propos du stress, on modifie la réponse du corps face à celui-ci. Ah, c'est puissant qu'est-ce que le corps et l'esprit peuvent faire ensemble. Donc oui, le simple fait de se dire qu'en fait, non, ce que je ressens présentement, c'est mon corps qui est en train de me donner les outils nécessaires pour surmonter une situation, bien, en fait, ça affecte notre réponse au stress. Donc, en fait, lors d'une réponse normale au stress, je l'ai dit tout à l'heure, le rythme cardiaque va augmenter. Puis, ce que ça va faire, on le voit sur l'image ici, c'est que les vaisseaux sanguins vont se contracter, ce qui rend le stress chronique dangereux en l'associant aux maladies cardiovasculaires. Mais il y a une étude qui a été menée par Harvard qui démontre que les vaisseaux sanguins des individus qui voyaient le stress comme utile, eux, sont restés dilatés. Donc, ça vient vraiment impacter directement le risque des maladies cardiovasculaires. Donc, simplement, en se disant, les individus se sont dit, moi, mon corps, présentement, là, il est en train de m'aider. Ce que je ressens, c'est que mon corps, physiquement, me donne les outils qu'il faut pour relever une situation que je vois comme un défi. Bien, il n'y a eu aucun impact négatif sur leur santé au niveau cardiovasculaire. Fait que ça, c'est vraiment intéressant à savoir. J'espère que ça va changer un petit peu votre perception face au stress. On arrive ensuite à la deuxième étude que je souhaite vous présenter. Donc, c'est si le stress nous aidait à nous faire des amis. Hein, vu comme ça a l'air un peu bizarre, mais on va voir si c'est possible. En fait, c'est une étude qui a été réalisée en 2012 par des chercheurs de l'Université de Fribourg qui suggèrent que le stress peut nous aider à nous faire des amis. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait pour cette étude, c'est 72 étudiants de sexe masculin qui ont été divisés en 2 groupes. Donc, il y avait une condition de stress et une condition contrôle. Dans la condition de stress, en fait, les étudiants ils ont dû traverser une épreuve très semblable au sujet de recherche. Donc, en fait, on leur a fait faire un peu la même chose, mais c'était 2 groupes différents. Donc, ce qu'ils ont utilisé, eux, ça s'appelle le test de stress social de Trèves. À partir de là, chaque participant a été jumelé avec un partenaire. Donc, on prend des étudiants, on les divise en 2 groupes, puis dans ces groupes-là, on fait des équipes de 2. Donc, ça, c'est un peu le début de la recherche. Pour jouer à un groupe de jeu qui les testait sur la confiance, le partage et la prise de risque. En fin de compte, les chercheurs ont découvert que les étudiants en situation de stress présentaient des comportements plus prosociaux dans les jeux. Donc, ça montre vraiment que le stress déclenche un comportement d'approche sociale qui fonctionne comme une puissante stratégie de réduction de stress chez l'homme, qui fournit ainsi des preuves de l'hypothèse de la tendance de l'amitié. Ce qui est important à retenir, là, c'est que les humains, on est des êtres sociaux. Hein? On aime être entourés, on n'aime pas être seul. Puis, ça fait que dans notre comportement, on a des comportements innés qui nous poussent à nous rapprocher des autres parce que c'est bien pour notre mental, c'est bien pour notre réseau social, ça a plein de bienfaits. Donc, ça a été démontré à travers cette étude-là. Les 2 groupes, qu'on avait fait des équipes de 2 dedans, en fait, il y avait le groupe qui faisait des jeux en équipe de 2 juste comme ça, puis on avait le groupe qu'on a mis avec des stresseurs. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'était des bruits stressants, si c'est parce que, mettons, ils les avaient minutés ou en tout cas, on avait mis vraiment des facteurs de stress. Puis, les équipes qui étaient dans le stress ont mieux performé, puis ont vraiment créé des liens, donc ils ont mieux communiqué, etc., etc. Ensuite, notre glande pituitaire, en réponse au stress, elle va sécréter de l'ocytocine. Donc, tantôt, on avait parlé de l'ocytocine. J'y reviens tout de suite. En fait, au même titre que l'adrénaline, quand l'ocytocine elle est libérée, elle va nous inciter à chercher de l'aide. Donc, quand tantôt, je vous disais là, qu'on est des êtres vraiment sociaux, ça en fait partie. L'ocytocine, en fait, elle va renforcer non seulement nos relations sociales en augmentant notre empathie et en nous rendant plus disposés à aider les gens qu'on aime, mais elle protège aussi le système cardiovasculaire, puis elle a des vertus anti-inflammatoires. Mais comment, en fait? Notre cœur, il possède des petits récepteurs pour l'ocytocine qui aident les cellules cardiaques à se régénérer. Donc, en aidant les autres, ce qui arrive, c'est qu'on sécrète de l'ocytocine. Puis, en ayant un soutien social plus complet, on libère davantage de cette hormone qui est l'ocytocine et notre réponse au stress devient plus saine et on récupère plus rapidement du stress. Puis, en fait, au niveau du stress, l'expérience que je vous ai mis ici de Kelly McGonigal qu'elle a présentée lors d'une conférence TED Talk, en fait,
c'est que les individus qui avaient vécu un stress majeur dans leur vie, qui avaient perçu ça comme des difficultés, soit des difficultés financières, des crises familiales, avaient eu un risque de décès augmenté de 30 %. Mais les gens qui ont passé du temps à aider les autres avaient augmenté de 0 %. Donc, simplement le fait d'aider les autres, ça vient diminuer les risques de mortalité. C'est vraiment fou ce que le corps peut faire. Vraiment, là. Moi, je trouve ça super formidable. Et puis, on arrive à la dernière étude. Je vais juste vérifier avec toi, Yannick, est-ce que mon débit est un peu mieux ou je devrais encore ralentir? Je pense que c'est bon. Gilda pourra confirmer, là, mais... Super. Donc, la dernière étude, c'est le fait de croire que le stress est dommageable pour la santé est en soi dommageable pour la santé. Donc, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Là, l'étude que je vais vous présenter, je vous ai mis la conclusion, mais je vais vraiment vous raconter l'étude. En fait, 33,7 % de près de 186 millions d'adultes américains ont perçu, c'est vraiment une grosse étude, là, ont perçu que le stress affectait beaucoup ou dans une certaine mesure leur santé. Donc, les niveaux plus élevés de stress signalés et la perception selon laquelle le stress a une incidence sur la santé étaient associés de façon indépendante à une probabilité accrue de problèmes de santé et de problèmes de santé mentale. Donc, ça, on en a parlé un peu tantôt dans les effets négatifs du stress. Donc, ça peut créer de l'hypervigilance, de l'anxiété, de la dépression, tout ça. La quantité de stress et la perception que le stress affecte la santé ont interagi de telle sorte, attention, c'est bien ça, que les personnes qui ont déclaré beaucoup de stress et que le stress a eu beaucoup d'impact sur leur santé ont eu un risque accru de 43 % de décès prématurés. Donc, encore une fois, on voit vraiment que le fait de percevoir que le stress est négatif peut vraiment nous affecter de façon négative. Donc, en conclusion, les niveaux élevés de stress et la perception que le stress a une incidence sur la santé sont associés à une mauvaise santé et à une mauvaise santé mentale. On voit aussi là, que ça signalait une grande quantité de stress présentant un risque accru de décès prématuré. Donc, si je vous dis, et maintenant, après avoir appris sur les 3 études précédentes, croyez-vous que le stress peut être positif pour notre santé? Donc, je vais relancer le sondage. C'est parti. Super. Je suis contente de voir que j'ai réussi à convaincre 100 % des participants. Donc, oui, effectivement, hein, comme on l'a vu dans les études, le stress peut être positif. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai appris ça, j'étais assez surprise parce que depuis toute petite, j'apprends que le stress n'est pas bon pour la santé, que ça peut être dangereux et tout et tout. Mais finalement, le simple fait de percevoir que le stress peut être bon pour notre santé, ça peut venir tout annuler qu'est-ce qu'on connaît qui est si négatif du stress. Donc, j'aime bien vous mettre des petits récapitulatifs. Si on voit cette énergie et ces changements reliés au stress plutôt comme des outils pour relever un défi. Ensuite, le stress qui renforce non seulement nos relations sociales, mais protège aussi le système cardiovasculaire. Puis en sachant ces 2 choses-là, c'est facile de venir croire que le stress, en fait, il n'est pas dommageable pour la santé. C'est vraiment notre perception qui va venir changer les choses. Donc, on est rendu aux trucs et astuces pour mieux gérer son stress. D'abord, je vais voir avec vous les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, on a en premier lieu les facteurs environnementaux, le contexte social et économique, et en dernier, les ressources psychiques et comportementales individuelles. Ici, je vais venir préciser là, les ressources psychiques, on parle vraiment, ça peut être remplacé un peu par cognitive. Donc, ça peut être au niveau de nos pensées, au niveau de notre personnalité, ça va être vraiment dans notre tête. Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est un tableau de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on a les mêmes caractéristiques, mais d'un côté, si elles sont négatives, donc la façon qu'elle impacte notre stress d'une façon négative, et l'autre version, si elle est positive. Donc, si on voit ici, si j'ai peu d'estime de moi, c'est sûr que ça va être un facteur à risque. À l'inverse, si j'ai une bonne estime de moi, ça peut être un facteur de protection. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose sur quoi qu'on a déjà parlé d'abord, mais en fait,
ça ressemble un peu à la technique du ciné où est-ce qu'on va pouvoir venir contrôler un peu les caractéristiques. C'est sûr que si on se trouve à avoir des difficultés ou des échecs scolaires ou une réussite scolaire, oui, en étudiant, on peut venir un peu améliorer ça, mais entre vous et moi, c'est sûr que ce n'est pas des caractéristiques qui sont aussi faciles à changer. Donc, ça va être vraiment plus au niveau des ressources psychiques individuelles qu'on va pouvoir venir faire une différence. Donc, c'est-à-dire, on va pouvoir venir développer sa résilience, on va pouvoir développer son autocompassion, avoir une bonne hygiène de vie et utiliser des bonnes stratégies de coping. Donc, vous vous rappelez, tantôt, j'avais dit qu'on allait voir les stratégies de coping. Bien, on y arrive. Ici, je ne vous parlerai pas de ces techniques-là parce qu'en fait, vous allez pouvoir aller voir sur le site de l'AQEPS bientôt. J'ai créé plusieurs ressources, notamment pour développer sa résilience, son autocompassion. Donc, il y a des petites fiches techniques, des activités. C'est vraiment bien fait. Donc, je vous invite à aller consulter notre site. Ça va être mis en ligne prochainement si vous voulez les utiliser. Donc, qu'est-ce que les stratégies de coping? C'est un ensemble d'efforts cognitifs et comportementaux qui sont destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'une personne. Donc, en fait, on a tous des stratégies plus ou moins automatiques. Pour certains, c'est contrôlé, pour d'autres, c'est plus automatique. Ça peut être des bonnes techniques, en autant que ce ne sont pas les seules. Donc, je vais vous donner un exemple tout de suite. Là. Il y a des personnes qui peuvent couper leurs émotions, par exemple, dans la nourriture. Donc, quand on parle de binge eating, donc des personnes qui vont avoir des désordres alimentaires, qui vont, par exemple, dans des périodes de stress, venir vraiment manger, bien, en fait, manger, c'est une technique de coping orientée vers les émotions. Ça peut être positif si c'est utilisé très rarement. Par exemple, vous avez un gros stress, vous vous dites si je mangeais un petit bout de chocolat, là, ça m'aiderait à me détendre. Mais ça, c'est correct. Mais il faut faire attention parce que si on utilise tout le temps une stratégie de coping, ça peut devenir un peu négatif. Donc, c'est l'heure encore d'un petit sondage. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez que vous utilisez déjà l'une des stratégies d'adaptation dans la vie de tous les jours? Si oui, laquelle? Donc, je vais vous demander avant de vous les présenter. On a les émotions, les distractions, les problèmes ou je ne crois pas utiliser des techniques d'adaptation. Je vous lance le sondage. OK, c'est intéressant. On a des réponses différentes. Super. Je veux juste savoir si je recule mon micro comme ça, est-ce que c'est mieux, Yannick? Ah ouais, c'est juste qu'on dirait tu le cognes ou je ne sais pas s'il est attaché après ta table. C'est juste, on entend comme si tu le cognais ou si tu percutais la table. OK, donc, comme ça, c'est mieux? Je pense que oui. OK. Bon. C'est bon, merci. N'hésitez pas à me le dire là, si ça recommence, je vais essayer d'adapter. Donc, je vais partager les réponses. On a 20% des gens qui pensent qu'ils utilisent des stratégies de coping orientées vers les émotions, 70% vers la distraction, personne sur le problème, puis 10% qui pensent qu'ils n'en utilisent pas. Donc, c'est intéressant. On va pouvoir voir un petit peu plus en détail. Donc, je vous les ai déjà présentés. Donc, il y a orienté vers les émotions, vers la distraction et vers le problème. On va les voir un à un pour vraiment mieux les comprendre. Donc, d'abord, le but du coping est orienté vers les émotions. Ça va être vraiment, lui, son but premier, c'est de venir diminuer la tension émotionnelle, soit en restructurant ses pensées, en s'engageant dans des émotions positives, en ventilant auprès de quelqu'un par écrit, un ami. Quand on vient de vivre une situation, là, puis qu'on appelle notre ami pour raconter ça, bien, je vous annonce que c'est une stratégie de coping orientée vers les émotions. Puis il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc, probablement que vous l'utilisez sans même vous en rendre compte ou en se distrayant. Donc, en fait, dans un monde idéal, on veut garder ici, ça c'est comme notre thermomètre d'émotions. Dans un monde idéal, on voudrait garder notre thermomètre dans des émotions régulées. Donc, ici, ni trop froide, ni trop chaude. Parce que quand on est dans des émotions trop intenses, on va avoir, par exemple, des réactions plus impulsives, un stress envahissant, puis il y a des dangers pour la santé mentale. À l'inverse, si on est dans des émotions trop froides, on perd la fonction adaptative et sociale des émotions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on inhibe nos émotions. Si je vous donne un exemple,
Dès que je suis fâchée avec un collègue, je ne vais pas vers lui, je n'explique pas la situation, je garde ça pour moi, bien, je perds l'utilité de l'émotion désagréable qui veut probablement dire quelque chose parce qu'en fait, je ne me sens pas bien parce que je garde quelque chose à l'intérieur puis ça ne fonctionne pas avec la personne. Donc, si on garde ça à l'intérieur, bien, en fait, ça ne nous a servi à rien de ressentir ça parce qu'on ne va pas pouvoir aller réparer en quelque sorte la situation. Puis aussi, pour vous mentionner, là, la pleine conscience et l'autocompassion, ce sont d'excellentes techniques à développer pour venir tolérer les états et les émotions négatives et mieux se réguler. Donc, si vous avez de la misère avec vos émotions, il y en a pour certains que ça va être plus difficile. Je vous conseille vraiment la pleine conscience et l'autocompassion. Par contre, là, la pleine conscience, ça a un peu deux côtés parce que ça peut générer un stress dans le sens où quelqu'un qui va vraiment vouloir être capable de méditer puis de faire de la pleine conscience, qui va être très exigeante envers elle-même, bien, en fait, si elle tente de faire de la pleine conscience et qu'elle n'y arrive pas, ça peut générer un stress. Donc, c'est à voir avec vous comment que vous êtes à l'aise avec cette technique-là. Le deuxième coping, c'est le but du coping orienté vers les distractions qui sert à se distraire pour ne pas penser au problème. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une étude qui a été faite dans le cadre de la COVID. Donc, c'est une évaluation de la santé mentale et des diverses stratégies d'adaptation dans la population générale vivant sous l'emprise de la COVID à travers le monde. C'est une étude transversale. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, ce sont toutes des techniques de coping qui ont été utilisées par des vraies personnes qui ont été trouvées dans l'étude. Donc, ce que je vous demanderais, c'est de prendre un petit 2-3 minutes pour, vous pouvez peut-être lever la main, ouvrir votre micro, écrire dans le chat. Il y en a 6. Donc, quelles sont les 6 techniques de coping, vous pensez, qui sont le plus utilisées? J'attends vos réponses. OK, donc on a Yannick qui dit la télé, dormir, jardiner. OK, on a les réseaux sociaux. Jardiner, je vous dirais que moi aussi, j'aime beaucoup ça. J'étais quand même surprise de voir que vraiment, là, dans une population, on parle mondiale, il y a des gens qui c'était vraiment une de leurs stratégies de coping pendant la COVID, c'était de faire du jardinage. On a aussi la télévision. Donc, ce qu'on a, on a écouté de la musique, regarder la télévision, faire du réseautage, faire du ménage, terminer son travail empilé. Qu'est-ce qu'on veut signifier ici par travail empilé? C'est, par exemple, une petite tâche par-ci, une petite tâche par-là que je sais que je dois faire, mais que je me dis que ça peut aller à plus tard. Mais, tu sais, on a vu aussi, je dévie un peu, là, mais on a vu que le bois a vraiment augmenté puis que tout le monde s'est mis à faire des rénovations dans leur maison. Bien, probablement parce qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des choses à faire, des rénovations, puis que ça l'attendait, mais là, ils ont eu le temps, fait qu'ils ont terminé leur travail, on dit empilé, puis il y avait dormir. Ce qu'on voit ici, à côté des techniques, j'ai mis des petites lettres. Donc, ici, on peut voir que ça, c'est orienté vers le problème. On a prié qui est orienté vers les émotions, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que la majorité des techniques qui ont été utilisées, c'était vraiment des techniques de coping orientées vers la distraction. Donc, oui. Puis comme j'imagine, vous pouvez vous identifier à plusieurs d'entre elles. Le dernier coping, c'est le coping orienté vers le problème. Donc, lui, il va servir à identifier le problème, générer des solutions, tester les solutions et évaluer les résultats. Si je vous demande si ça vous fait penser à quelque chose qu'on a vu plus tôt dans la séance, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à la technique du ciné, hein, qu'on venait identifier des caractéristiques qui pouvaient venir augmenter notre stress. Donc, identifier le problème, générer des solutions, tester les solutions, évaluer les résultats. Oui, c'est ça, Yannick, le ciné, effectivement, ça y ressemble beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai remis, parce qu'en fait, vous pourriez l'utiliser, vous en imprimer plusieurs copies, puis le tester. Puis comme je vous ai dit, bien, identifier le problème, hein, ça passe par venir tester sur plusieurs situations quelle caractéristique à laquelle je suis vulnérable. Ensuite, bien, on va pouvoir générer des solutions. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je sais que je suis sensible à l'imprévisibilité, bien, si par exemple j'ai des rendez-vous, je vais venir me préparer d'avance. Si par exemple, moi, je suis stressée de l'imprévisibilité, comme aujourd'hui pour la séance, bien, je me connecte d'avance, je teste mes sondages. Puis ensuite, on vient tester les solutions. Donc, est-ce que ce que j'ai mis en place pour venir diminuer l'imprévisibilité fonctionne?
on évalue les résultats. Si oui, bien, super, on continue comme ça. Sinon, on essaye des nouvelles techniques. Donc, ça va être vraiment le coping orienté vers le problème. Donc, on se rappelle les 3 grands types de stratégies de coping, donc orientées vers les émotions, vers la distraction, donc on avait dormir, écouter la télé, ici, il y avait manger ou se distraire le temps que notre émotion redescende, et le problème. Donc, je vous répète encore, comme on parle de manger, il y a des stratégies de coping qui peuvent être bonnes. On peut aussi parler de la distraction. Si je dors pour passer mon problème, mais si je suis dans une grosse émotion présentement, oui, ça peut être positif parce que ça peut venir m'aider à diminuer ma tension. Mais si j'utilise tout le temps la distraction comme technique de coping, ça ne marche pas parce que je ne pourrai jamais surmonter la situation. Vous comprenez un peu? Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous repartager le sondage, à savoir maintenant que vous connaissez mieux les stratégies d'adaptation, j'aimerais savoir s'il y a des stratégies que vous utilisez dans la vie de tous les jours, mais attention, que vous ne saviez pas que vous utilisiez. Donc, je lance le sondage. Il y a encore des réponses qui rentrent. Je vais attendre encore un petit peu. Merci, je tiens à remercier tout le monde qui participe. C'est un peu plus divertissant, c'est un peu plus interactif. Donc, si je vous partage les résultats, quand même, il y a 11 de personnes qui n'ont aucune, donc probablement que vous saviez déjà, vous les connaissiez déjà. Puis en fait, on a 33 pour les émotions et la distraction, puis 22 pour le problème quand même. Donc oui, je vous conseille vraiment d'utiliser les stratégies de coping. Ça peut être, quand elles sont utilisées comme il faut, ça peut être vraiment positif. Bien, on arrive déjà à la fin de la séance. Pour aller plus loin, je vous ai mis ici, c'est Sonia Lupien, c'est elle qui a inventé la technique du ciné, donc avec le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego menacé. Je vous ai mis son site en lien. C'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs outils qui sont mis sur le site. Il y a beaucoup d'informations aussi si ça vous intéresse. Elle donne aussi des conférences. Je vous remercie pour votre écoute. Avant qu'on passe à la période de questions, moi, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, j'aimerais premièrement avoir vos commentaires. Qu'est-ce qui vous a accroché le plus? Voyez-vous le stress d'une autre façon? Avez-vous trouvé ça intéressant? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été abordées que vous auriez aimé qu'ils soient abordées? Puis, si vous voulez aussi, je prends vos questions. Thank you, Frank. Si je peux me permettre, Maggie, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai noté quelques petites notes, là, surtout que je vois que Frank a la main levée par la suite, mais surtout sur le fait de voir le stress comme quelque chose qui peut nous aider. Je suis un athlète, puis souvent avant les matchs, je me sens vraiment stressé. Ou juste le fait de penser à ce que je dois performer, que ça m'empêche de dormir, des choses comme ça. Fait que, juste de percevoir le stress d'une différente façon, je pense que ça va. En tout cas, je vais l'essayer du moins, là, mais. Oui, c'est super. Tu m'en donneras une nouvelle. Je trouve que ça fait vraiment une différence, là. Oui, certainement. Ouais. Frank? I think it'd be best if I did this in English. I hope you don't mind. Yes. Let me just turn the translation off, though, because I'll be getting my words back at me in English. So just to say, it was a really great workshop, Maggie. I appreciate it. And one thing that I'm thinking about in terms of managing stress is is looking at the things that you have to accomplish, whether it's an exam or it's some kind of event in your life that might cause stress, and tackling it in a way that's manageable. So like if it's an exam that you're studying for, instead of studying for the exam entirely the night before, deciding that you're going to start a couple of weeks before and do a little bit at a time. And when as you're going through that process, feeling like you can congratulate yourself on achieving some towards the end goal. If that makes sense. What happens with a lot of folks, including students, is they feel that they have so many things to do and they don't know where to start. So if you start at one thing and you do it in a manageable way, so it causes the least amount of stress,
but you feel like you're gradually accomplishing things towards the completion of the goal. Ça allait un petit peu vite, là, j'entendais un petit peu mal. Je ne sais pas si, Gilda, tu peux me faire un petit résumé quick ou Yannick, là? Au fond, oui. Puis d'ailleurs, ceux qui ont besoin de traduction, là, vous pouvez toujours aller dans l'interprétation dans le channel français si vous avez besoin d'interprétation. OK, super. Ce qu'il disait, Frank, au fond, c'est que pour réduire le stress ou quand tu sais que tu as un examen ou tu as un devoir, est-ce que le fait de commencer d'une façon manageable, d'une façon que tu peux te le permettre, de commencer les tâches d'emblée, quelques semaines avant, est-ce que c'est une façon de réduire le stress, si j'ai bien compris, là? Oui, ben en fait, est-ce que je peux te répondre, puis, parce que je ne suis pas très bonne en anglais, là, je sais pas si... Je dois traduire, c'est correct. OK, super. Oui, en fait, oui. Comme on a vu dans les 4 caractéristiques, ça peut venir diminuer au niveau de l'imprévisibilité et du contrôle. Donc, en commençant tout de suite, je diminue l'imprévisibilité parce que je sais que j'ai déjà commencé mon travail, je sais qu'est-ce que j'ai fait, de se tenir aussi un agenda, donc à jour, ben, telle journée, je fais telle partie. Comme ça peut vraiment venir aider à réduire le stress. On le sait aussi que les gens qui vont faire beaucoup d'anxiété, notamment au niveau de l'anxiété de performance, vont avoir tendance à procrastiner. Donc, cette tendance à repousser le travail qui amène en fait un cercle. C'est un cercle. Donc, ils repoussent le travail, ça crée de l'anxiété, ça crée de la procrastination. Donc, oui, vraiment, en débutant d'avance, ça vient vraiment aider à diminuer le stress. Excellent. Merci, Maggie. On a Philippe Dorion qui a la main levée. Oui, moi, je voulais juste dire un gros merci à Maggie. Puis la chose que moi, j'ai retenu le plus, c'est vraiment, dans la technique ciné, c'est, moi, je vais certainement faire l'exercice de vérifier quelle réaction là, que j'ai. Est-ce que c'est plus l'imprévisibilité ou c'est plus, c'est quoi? Fait que je vais faire cet exercice-là parce que quand même, en tant qu'étudiant, puis aussi à mon travail personnel, ça pourrait être quand même bénéficiel de reconnaître. Tu ne veux pas tout le temps tomber dans les mêmes cycles. Tu veux sortir de ce cycle-là exactement de procrastiner puis de devenir beaucoup plus stressé. Super. Merci pour ton commentaire, Philippe. Sinon, si je peux me permettre, j'avais une petite question. Maggie, tu as parlé de coping, puis tu nous as dit que ça peut être pas dangereux, mais que ça peut être négatif à un certain niveau. Oui. Ben, parce qu'on s'entend que là, quand on fait de la distraction, là, c'est comme on se dit, je ne veux pas faire mon devoir, je suis trop stressé, je vais écouter la télé. Oui. On ne fait pas le choix dans notre tête. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on fait le choix. On fait de la distraction. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben c'est ça, en fait, que je précisais un peu au début, qu'il y a vraiment des stratégies de coping qui sont, en quelque sorte, innées, plus automatiques, oui. C'est ça. Mais à quel point, justement, quelqu'un pourrait se dire, ben là, c'est rendu trop négatif, le coping. À quel niveau on peut se dire c'est trop, ça peut être dangereux ou trop négatif? En fait, se le dire et s'en rendre compte, c'est sûr que c'est 2 choses différentes, là. Mais vraiment, la stratégie de coping peut devenir négative quand elle n'a plus la fonction de venir diminuer le stress, mais qui est vraiment utilisée. En fait, elle va venir faire l'effet contraire. Donc, justement, si, par exemple, je viens de me chicaner avec mon conjoint, puis là, je suis vraiment stressée, je me sens pas bien, je vais me dire, regarde, je vais prendre un petit 30 minutes, je vais aller écouter une émission de télévision, puis après, on pourra en parler. Mais là, à ce moment-là, j'utilise vraiment la stratégie de coping pour venir diminuer mon stress temporairement afin qu'ensuite, je peux tomber dans le coping de problème puis vraiment venir régler la situation. Si à toutes les fois que je me retrouve en situation de stress, j'utilise le coping de distraction, mais que je ne m'arrange pas pour régler la situation ou le stresseur après, que j'utilise vraiment la stratégie de distraction pour oublier le problème, mais c'est là que ça devient négatif. C'est que ça m'empêche de, en tant que tel, venir surmonter mon stress parce que vu que je le mets de côté, je ne le règle pas, donc il revient, je réutilise la distraction. Donc, au final, quand que ça vient interférer entre le fait que tu surmontes ton stress, c'est là que ça peut devenir négatif. OK. Non, c'est clair. Ça répond bien à ta question? Oui, c'est clair, c'est bon. Ouais. Merci. Plaisir. Donc, est-ce qu'on avait des participants qui voulaient ajouter des choses ou Maggie, t'avais-tu
Je m'étais préparé quelques questions au cas où les gens allaient me les demander. Si vous êtes intéressés, je peux vous donner quelques réponses. En fait, il y avait déjà des gens qui m'avaient demandé, par exemple, comment on peut faire pour développer son autocompassion. Comment que comment son autocompassion, on peut venir diminuer le stress. Mais en fait, c'est que ça va générer des émotions positives. Donc, on avait vu plus tôt dans la séance le fait d'avoir des pensées positives. Je pense surtout au stress qui est perçu comme un processus. Et si j'ai des pensées positives, je vais mieux évaluer les ressources que j'ai pour faire face à la situation. Donc, ça va venir diminuer mon stress. Donc, le simple fait d'avoir de l'autocompassion, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'avoir des pensées bienveillantes envers nous-mêmes. Donc, se dire, oui, présentement, je suis stressée, mais c'est normal dans la situation que je vis ou j'ai certaines difficultés, mais je sais que j'ai qu'est-ce qu'il faut pour le surmonter. C'est pas grave si j'y arrive pas tout de suite. C'est avec la persévérance, des pensées comme ça. Bien, en fait, ça peut vraiment venir nous aider à diminuer le stress par l'entrefait que, justement, ça vient augmenter notre perception des ressources qu'on a. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire, c'est la résilience. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la résilience. Là, je vous parle un peu des outils que je vais mettre sur le site. Donc, si vous voulez quitter, là, je vous invite à le faire, mais si ça vous intéresse, vous pouvez rester. En fait, la résilience, c'est une caractéristique innée qu'on a, nous, les êtres humains, à surmonter des chocs ou des événements qui peuvent être traumatisants. Donc, ça se développe. En fait, la résilience, ça se développe. Le meilleur moyen de pouvoir développer notre résilience, c'est avec le soutien social. Donc, j'en ai pas parlé parce qu'aujourd'hui, dans la séance, je voudrais vraiment vous donner des astuces que vous pouvez mettre en branle vous-même, mais sachez que le soutien social est un facteur de protection. En fait, c'est le meilleur facteur de protection. Plus vous avez un cercle social fort, soutenant, mieux ça va aider votre santé mentale. C'est vraiment à ne pas sous-estimer. Donc, en s'engageant dans des émotions positives, ça peut augmenter notre résilience, un peu comme j'avais parlé pour l'autocompassion, mais aussi vraiment avoir un bon cercle social, ça peut aider à augmenter votre résilience. Attribuer un sens peut aussi aider à augmenter notre résilience. Donc, le fait de voir des difficultés comme faisant partie de la vie, par exemple, quelqu'un qui est malade qui va se dire que c'est injuste qu'il ou elle soit malade, mais que, par exemple, ça l'a rapproché de sa famille, bien, venir vraiment donner un sens, ça peut augmenter la résilience. Être accompagné, donc, comme je vous avais dit, le réseau social, les proches, les professionnels, demander et recevoir de l'aide ou du soutien, ça peut augmenter la résilience. Je n'ai pas parlé non plus du sentiment d'efficacité ou de compétence personnelle, mais lui aussi, venez le renforcer. Donc, faire des choses qu'on sait qui nous fait du bien. Ça peut augmenter la résilience, se faire des objectifs qui sont réalistes, faire des choses qu'on avait de la facilité à faire quand on était plus jeune. On venait vraiment augmenter notre sentiment d'estime personnelle. Si ça vous intéresse, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous invite à aller voir les ressources qu'on va mettre sur notre site bientôt. Ça va en parler. Donc, c'est la fin, j'imagine, Maggie? Oui, c'est la fin. Ben, écoute, merci aux participants d'avoir participé. Je pense que la plupart ont trouvé ça, personnellement, moi aussi, c'était vraiment pertinent. J'en ai retiré quelques petits conseils. Là, comme je disais tantôt, je vais sûrement mettre ça en pratique. Je pense pas que je suis le seul.